Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être revenus. J'espère que la pause a été correcte, courte surtout, je sais, je comprends. Bon, encore une fois, merci d'y être revenus. On va continuer, on ne va pas tarder, on va continuer. J'ai le grand plaisir, toujours le grand plaisir, voilà, d'inviter Alexandre Roux, qui est actuellement directeur produit et innovation chez Cloud Temple. Alexandre Roux. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Cloud Temple, en deux mots, on est un cloud souverain français créé en 2017. On est 350, on gère à peu près 30 000 serveurs, 200 pétas de stockage. Et on est présent dans la région parisienne avec 3 zones de disponibilité. Je n'ai pas parlé, je vais vous parler de l'intelligence artificielle et notamment sur comment créer un large language model as a service. On est chez DevOps Rex, du coup je vais parler scalabilité, je vais parler sécurité, je vais parler d'automatisation. Aujourd'hui, quand un client sélectionne Cloud Temple, il le fait en cherchant deux choses. La sécurité de la performance, vous avez quelques références de clients Cloud Temple actuels. Il y en a beaucoup plus que ça, on s'amuse à chaque fois de faire des sélections. Le catalogue produit, comme je le disais, très axé sécurité. On est qualifié Signum Cloud, certifié hébergement de données de santé, Gaia-X, niveau 3, on est conforme C5, qui est l'équivalent allemand de Signum Cloud. Et catalogue produit, vous allez trouver, comme chez tout cloud provider, une partie calcul avec plusieurs flavors de IaaS, Infrastructure as a Service. Du coup, vous allez du open source, du VMware. Vous allez trouver des containers, un managed cube. Vous allez trouver aussi un PaaS. On est toujours le seul cloud provider qui a qualifié une offre PaaS autour du OpenShift en France. Il y a du stockage, bloc, objet, il y a du réseau, et tout ça c'est accessible au travers de l'Internet avec des API, avec une console, avec du provider Terraform, ce qui est le plus classique. Au-dessus, on a nos partenaires qui proposent des SaaS, pareil, qui sont un peu dans la course de la qualification au Signum Cloud. Du coup, sous forme de marketplace, vous allez trouver pas mal des alternatives si vous avez déjà l'habitude de consommer du workspace, des tools autour de la data, de l'IA. Qu'est-ce que c'est Signum Cloud? C'est une qualification, elle a été créée par l'ANSSI pour qualifier des produits cloud. Elle est à tous les niveaux, du coup IaaS, PaaS, CaaS, SaaS. Niveau structure, on est sur ISO 27001 à peu près. Ça reprend un peu les mêmes concepts. On est entre 700 et 1000 exigences, on les a plus ou moins comptées. À chaque fois, quand on passe la qualification, on s'amuse à se dire combien on en a. Sont séparés en 3 catégories. Du coup, vous avez toute la partie technique, sécuriser les systèmes d'information. Vous avez toute la partie opérationnelle, du coup, s'assurer que voilà, les interventions, toute la partie Ops reste en France ou en Europe. Et il y a une partie qui est très importante de nos jours, c'est sur la partie, notamment dans le contexte géopolitique actuel, c'est on applique exclusivement le droit européen. Du coup, il ne peut pas y avoir un pays ou des agences d'un pays, que ce soit aux États-Unis ou la Chine, qui peuvent réclamer un cloud provider qualifié Signum Cloud de faire des sorties de data pour un client donné. Qu'est-ce que c'est un Large Language Model as a Service? C'est tout simplement consommer de l'IA générative sous forme d'API. Du coup, il y a zéro infrastructure. Vous n'allez pas vous prendre la tête à est-ce que je dois acheter du GPU, combien je dois en acheter, quel modèle. Il y a une abstractisation totale au sens où vous envoyez un prompt, on vous renvoie des chat completion. Et ça en fait la suite. C'est un standard, c'est imposé aujourd'hui. Le chat completion de OpenAI, c'est devenu un standard. Du coup, on est compatible avec ce standard. Et ça permet, en gros, ça permet quoi? Ça permet aux développeurs, aux créateurs des applications d'intégrer l'IA générative dans leurs solutions sans vraiment être experts sur cette couche infrastructure, cloud, voire même la partie sécurité qui sera prise en charge par un cloud provider. C'est le cas, Cloud Temple. Alors, comment on est arrivé là? Fin 2024, début 2025, on commence à se poser des questions. Déjà, à niveau européen, on se rend compte qu'il y a à peu près tout le monde qui se met à utiliser du ChatGPT, du Claude Anthropic, du Gemini. Et en même temps, il y a de la réglementation qui sort. Le GDPR, elle était déjà en place, mais on parle de plus en plus de AI Act. Nous, en tant que cloud provider, on regarde est-ce qu'il y a des outils. Il y a un ADN fort chez Cloud Temple à côté de la sécurité sur la partie open source. Du coup, on regarde notamment est-ce qu'il y a des architectures. On appelle ça des architectures blueprint. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut récupérer, peut-être améliorer, mettre un peu en musique et proposer un service comme ça, out of the box.
Et quand on regarde, il n'y a pas grand-chose à cette époque-là, fin 2024, début 2025. Il y a des choses, ils commencent à en avoir des projets open source, mais en tout cas, on commence à avoir des doutes sur la capacité, leur capacité de passer à l'échelle. Bon, alors on se pose des questions, est-ce qu'on continue, on ne continue pas? Et troisième point qu'on regarde tout de suite, c'est est-ce que d'un point de vue sécurité, il y a ce qu'il faut? Vous allez rigoler, mais des fois on tombe sur des librairies qui ne supportent pas le TLS. C'est impossible pour nous. Chez Cloud Temple, il y a une particularité. On est le cloud provider qui a qualifié tout son cloud. Je n'en ai pas deux plateformes. D'ailleurs, c'est très très intéressant pour mes opérationnels parce qu'au jour le jour, ils opèrent une seule plateforme. C'est une plateforme Signum Cloud, du coup hautement sécurisée, souveraine en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois quand on va sélectionner un produit, on s'assure que d'un point de vue sécurité, il va checker tous les 700 000 exigences. Et ça, on le fait un peu avec une démarche. On est chez DevOps, DevSecOps, du coup, on met la sécurité vraiment dès le début. Dès qu'on commence à réfléchir à l'architecture, dès qu'on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire, on se dit, est-ce que ça va cocher les exigences sécurité Signum Cloud? Et on commence à réfléchir, on fait les architectures, on check. C'est pour ça, d'abord, dès qu'on voit qu'il n'y a pas de TLS, dès qu'on voit qu'il n'y a pas de sécurité, c'est quasi mort. On ne peut pas continuer, on s'arrête tout de suite. Du coup, on regarde les librairies, il y en a certains qui ne font pas l'affaire. On se dit, bah, on va les écarter, on ne peut pas continuer. Et en même temps, il y a l'open source, le open weight. Il commence à en avoir pas mal des alternatives. On parle du Mistral, on parle du Lama, on parle du Qwen. Du coup, il y a des clients qui viennent nous chercher en nous disant, écoutez, ça nous intéresse, est-ce que vous en faites des choses avec? Est-ce que vous pouvez les mettre à disposition? Et comme on le faisait en fin 2024, début 2025, on le mettait, les modèles comme ça, on les mettait à disposition sur des GPU. On est sur ce qu'on appelle dans le langage cloud GPU as a service. En gros, on donnait des GPU tout simplement et le client il chargeait ce qu'il avait envie de charger, souvent du open source. Et c'était comme ça. Mais il y a un petit problème. Fin 2024, je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'était compliqué d'acheter des GPU. Il y avait une pénurie, ça coûtait cher. Et quand on arrivait à en avoir, c'est une anecdote assez marrante, c'est qu'on prenait un modèle et Nvidia annonçait un autre modèle tout de suite et je me retrouvais avec des GPU que j'arrivais plus à vendre parce que le client me disait bah, je veux toujours la dernière version du GPU et du coup on se retrouvait avec du GPU qui coûtait cher et qui restait un peu dans le stock ou en tout cas très peu utilisé ou moins utilisé par rapport à ce que moi j'avais prévu. Du coup il y avait aussi un sujet sur la viabilité économique de ce produit GPU as a service où voilà, on donnait, on louait, on mettait à disposition comme tout cloud provider du GPU tout simplement. Et tout ça, ça nous a poussé un peu, on se dit bah, il faut qu'on fasse quelque chose. Il doit y avoir une autre manière d'utiliser tout ce GPU, une autre manière de faire les choses pour mettre à disposition un LLM as a service pour nos clients. Du coup, c'est un peu la genèse du projet et du produit. Et on se dit, on va profiter aussi de ce moment pour se dire, pourquoi pas le faire avec l'IA. Mais quand je dis avec l'IA, c'est le faire complètement avec l'IA. Et ça commence par se dire, interdiction formelle de toucher le code à la main. Interdiction formelle de faire des choses en prod avec les opérateurs, un classique, un SSH, des connexions. Tout est fait par l'IA. Et quand je dis tout est fait par l'IA, toute la partie code, mais aux parties Ops, script, je peux en parler des heures et des heures sur la partie agentique, comment on a dû travailler pour faire des agents, des AIOps, on les appelle aujourd'hui des agents qui font la partie opérationnelle avec l'IA, qui gère cette plateforme, il y a la partie diagnostic et tout. Et on se rend compte, parce que je dois vous faire un Rex, on se rend compte tout de suite que c'était, surtout au début, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il y a ce qu'on appelle les boucles cognitives de l'IA. Dès qu'une IA rentrait dans une boucle d'erreur, elle continuait, elle continuait, elle continuait. Du coup, il fallait mettre un humain, la sortir de la boucle et remettre un peu sous les rails, entre guillemets. Et une fois qu'on mettait l'IA sur les rails, ça allait. Et on recommençait, quelques semaines plus tard, on apprenait que bah, c'est des nouveaux, l'IA a fait je ne sais pas quoi. Que ce soit en prod ou que ce soit sous la partie code, c'était encore plus visible sous la partie code parce qu'on a l'habitude, quand on lit du code, de voir dans les merge requests que ça a supprimé des morceaux de code qui ne devraient pas supprimer. Du coup, nous, on s'est dit, bah, il y a un nouveau paradigme là, il y a quelque chose qu'on l'a vu venir, mais on ne s'entendait pas d'être si fort, c'est il faut mettre un humain. Il faut mettre un humain dans la loupe, ce qu'on appelle human in the loop. Et son rôle, c'est plus, même si là il s'agit d'un projet, ce qu'on appelle un greenfield, il ne s'agit pas d'écrire le code, mais plutôt de superviser, c'est plutôt d'assembler. Ça fait un peu comme des Lego, mais il doit être là, il est toujours là. Il y a des endroits où il est moins présent, mais il y a des endroits où il est toujours, et c'est toujours besoin d'être présent pour être sûr que l'IA ne fait pas de sortie piste. J'en ai des autres anecdotes, hein. Je peux vous en parler d'une fois où même si on utilise
Klein avec des memory banks dans lesquels on a décrit tout le projet. Quand je dis tout, c'est le contexte, il se fait remplir assez vite avec tout ce qu'on a mis là-dedans. Et des fois, même si on dit aux IA génératives, il s'agit des systèmes non déterministes, vous le savez déjà, même si on dit il faut que tu respectes tout ce qui est marqué là-dedans, on voit des sorties de pistes. Des sorties de pistes vraiment qui peuvent aller jusqu'à, on a dit, il ne faut pas que tu mets une dépendance vers des bases de données à cet endroit parce qu'on voit que ça soit super performant, que ça soit rapide. 2 minutes plus tard, dépendance vers une base de données, il commence à faire un ERM, ça démarre en usine à gaz et ça fait tout un tas de choses et on se dit pourquoi rollback, l'humain il reprend. Deuxième point qui était important, à part le fait de le faire avec l'IA, c'était on voulait préparer l'avenir. On avait déjà, je vais le dire un peu comme ça, surtout notre directeur technique qui avait le nez fin, il s'est dit il y a quelque chose qu'on doit préparer pour demain et je félicite les équipes pour ce choix. On savait qu'on ne peut pas continuer seulement avec NVIDIA. Tout simplement parce que déjà quand on commence à utiliser, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'une Ferrari pour tous les prompts. Il y avait des prompts assez basiques où n'importe quel Apple Silicon fait l'affaire. Et du coup, on a dit, on va préparer une architecture qui permet de supporter demain n'importe quel type de fabricant de TPU. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit clairement avec Google qui se met sur ce marché. Il y a peut-être Amazon aussi qui vont annoncer des choses. Du coup, c'est important qu'on ait l'architecture qui permettra demain à supporter du NVIDIA, mais autre chose, et ce qui nous permettra d'en ajouter des nouveaux fabricants et tout. Tout de suite, on sépare, on va dire, l'architecture ou le produit en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les performances, tout ce qui est modèle au-delà des 70 000 milliards, ça va direct sur du NVIDIA, mais il y a des modèles qui peuvent marcher super sur du Mac Studio, tout simplement. Du coup, on en a enchaîné pas mal, des Mac Studio, on en a acheté. Et qu'est-ce qu'on constate? Il y a une optimisation de coût d'inférence. D'un point de vue empreinte carbone, il n'y a pas de photo. Hein. C'est toujours très, très intéressant. On voit des facteurs, des fois même 100 sur le même modèle, en le faisant tourner sur du NVIDIA et sur du Apple Silicon. Et il y a une vraie indépendance logicielle cette fois-ci, qu'on a instaurée dans ce produit et dans l'architecture de ce produit en se basant sur différents types de producteurs. La solution, elle est. Bon, là, je fais une vue d'avion assez basique. Il y a un load balancer tout anneau. Il y a les proxys qui sont juste à côté des GPU. Il y a de l'observabilité. Il y a un control plane. Je vais vous faire. Je vois le temps passer, j'en ai 15 minutes. Je vais vous faire un petit zoom. Le load balancer, c'est comme le nom l'indique, un load balancer. Du coup, on a dû implémenter tous les concepts. Encore une fois, pourquoi on n'a pas choisi des choses? Parce qu'à cette époque, il n'existait pas forcément. Aujourd'hui, il commence à en avoir des alternatives. Du coup, on réfléchit aussi peut-être à remplacer certains morceaux de l'architecture du produit. Mais à cette époque, il n'y avait pas de LB qui était capable à faire du circuit breaker quand tu avais des GPU qui toussaient un peu. Ça arrive, nous on est dans le cloud, on le voit souvent, le matériel, ça fail de temps en temps. Aussi, on a dû implémenter une logique de race condition quand il y en avait plusieurs qui tapaient sur le même modèle. Pareil, ce que je disais comme exemple tout à l'heure, la dépendance vers la base des données, on ne voulait pas en avoir de la dépendance vers des choses qui sont lourdes d'un point de vue performance ou qui aura potentiellement un impact. Du coup, on fait en sorte que à ce niveau-là, pas de dépendance, il faut que ça soit au plus rapide possible et pas d'overhead. Les proxys, c'est les agents vraiment tout en bas de l'infrastructure, sont à côté des GPU. C'est des agents qu'on a codés, que l'IA a codés, je vais me rattraper, sur lequel on les installe sur du Linux, sur le Mac. Ça fait la normalisation. En gros, ça transforme tous les outputs du VLLM, on supporte les deux au Llama, dans des API standards OpenAI. C'est toujours eux qui vont garder, entre guillemets, les tuyaux ouverts parce qu'on fait du server-sent event. Du coup, ça veut dire que s'il y a une attente des 100 millisecondes parce que le LLM est en train de gérer des choses, on ne ferme pas la connexion, ça fait un peu comme des sticky sessions. Bon, vous voyez un peu, on a dû refaire des choses qui existent déjà dans son domaine depuis un moment. Les NGINX savent faire ça pour du trafic web, mais là, il y a quelques petites particularités sur la partie générative. Il y a une intelligence du routage qu'on a dû mettre en place. Du coup, comment faire aujourd'hui, on met entre 40 et 50 modèles à disposition open source. Comment on fait pour charger les modèles ou en tout cas avoir plusieurs déploiements de même modèle quand il est très très utilisé et des fois on retire certains modèles qui ne sont pas du tout utilisés. Ça arrive. Et du coup, on fait ce qu'on appelle un hot loading avec un objectif qu'on s'est donné des 30 secondes. Du coup, premier client, évidemment, il est un peu pénalisé. Mais souvent, c'est un client qui, de toute façon, je pense qu'il est plutôt dans des logiques de testing ou voir qu'est-ce que ça fait ce modèle. Mais la plupart du temps, on va regarder est-ce qu'il y a une machine qui a ce modèle qui est déployé mais qui n'a pas de connexion. Est-ce qu'il y a une machine qui est disponible, qui a ce modèle ou qui a très peu de connexion. Bon, il y a tout un tas d'algorithmes qu'on a dû mettre en place sur cette partie-là.
Aussi un autre challenge, c'est toute la partie draining de connection. On est dans le cloud, le système il évolue plusieurs MEP par jour, du coup, comment on fait en sorte de le mettre à jour sans qu'il y ait du downtime. Pareil, on se donne un objectif assez ambitieux, mais on est dans le cloud. Pour rappel, dans le cloud, on est toujours regardé par rapport à deux choses, la disponibilité et la durabilité quand il s'agit de la data. Du coup, on doit être disponible avec des SLA assez ambitieuses. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans des logiques de drainage des connexions. Du coup, on attend que toutes les conversations soient finies. Et une fois que tout ça soit fini, on peut mettre de côté le nœud, le mettre à jour et le remettre dans le pool de connexion. Il y a des sujets sur l'observabilité, sur les LLM et ce produit. Quand on fait du cloud, si on ne mesure pas, on ne peut pas le facturer au client. Du coup, le produit il est facturé au million de tokens. Du coup, on doit les mesurer. On se pose des questions où on va mesurer. Est-ce que c'est le load balancer qui mesure? Est-ce que c'est le proxy tout en bas? On prend la décision de faire une architecture un mix qui fait les deux. Du coup, de manière asynchrone, les proxys vont envoyer tous les tokens, le comptage des tokens, ils vont l'envoyer vers le control center, mais on fait aussi une réconciliation pour être sûr qu'on facture bien. Du coup, il y a aussi une manière un peu synchrone avec du pool, cette fois-ci. On donne des métriques, du coup, vous allez trouver les classiques dans le monde de LLM. Le time to first token, le TPS, consumption ID, ce qui permet d'avoir vraiment une facturation de fine et savoir chaque conversation combien ça coûtait. C'est ce fameux consumption ID qu'on a dans chaque échange qui nous permet de dire ce échange-là, il a coûté tant d'euros. Quelques centimes la plupart du temps, mais on a ce genre de choses. Sécurité très très important pour nous, du coup on doit faire en sorte qu'elle en est partout et que c'est pas négociable. Du coup chiffrement, at rest et in transit, isolation stricte, on sépare pour s'assurer qu'il ne peut pas y avoir de latéralisation entre les tenantes, on sépare les réseaux, l'exploitation, l'administration, on met en place une security gateway pour s'assurer qu'il n'y a pas d'injection, qu'il n'y a pas de jailbreak, on regarde tout un tas de choses, on regarde des patterns. Voilà, l'idée c'est de proposer un produit qui est en prod, et qui nous permet d'être assez serein d'un point de vue sécurité, avec cette ambition de qualifier ce produit bientôt en Segment Cloud. Aujourd'hui, on en est 43 modèles, c'était ce matin, ça peut aller jusqu'à 50. 3 gammes, on va dire, et une gamme flagship. Là, vous allez trouver tout ce qui est raisonnement complexe, génération de code, plein de modèles. Vous avez une gamme commodity qui tourne sur du Apple Silicon aujourd'hui, et demain, j'espère, tournera sur autre chose. On étudie des autres alternatives. RAG simple, classification, tout ce qui est manipulation du langage, ça marche très très bien, assez rapide, mais on propose aussi des services autour de la transcription, tout ce qui est OCR, synthèse vocale. Ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez trouver parmi les 43. Le Rex, en quelques secondes, parce que je vois que je dépassais. On a une plateforme qui tient la route, qui d'un point de vue perf, on est dans les standards du marché. On a réussi le pari de l'hybridation. Au sens, aujourd'hui, on a la capacité d'avoir les deux fabricants et demain, on aura des autres. On est dans DevSecOps avec une IA qui fait tout. Ça nous arrivait assez récemment de tout réécrire de Python en Rust pour des histoires de concurrence, pour des histoires de performance. Pareil, du coup, on est toujours dans cette logique à utiliser l'IA à fond. Et dans les défis, il y a toujours quand même ce challenge quand on est sur les proxys qui sont tout en bas, qui doivent piloter plusieurs types, du coup à la fois du Apple, du Metal pour du Apple, du CUDA pour Nvidia. Ça fait quand même pas mal de code. Il y a toutes les limites de l'IA générative et je pense que vous allez en avoir pas mal des exemples aujourd'hui, des gens qui vont vous expliquer de tout ce qui est en train de se faire et tout ce qui se passe quand on est sur des systèmes non déterministes et qu'on essaie de les utiliser. Du coup, il y a toujours des battles de comment les rendre plus déterministes ou comment mettre des guards pour être sûr que voilà, ça fait quelque chose qui tient la route. Et bon, on est dans le cloud, comme je le disais, ça nous arrive souvent d'avoir des problèmes des drivers, d'avoir des problèmes matériels. Du coup, tout ça, il faut le prendre en compte si on veut un produit qui passe à l'échelle et qui est en prod. Et c'est tout bon pour moi. Bon, mais merci pour ça. C'était hyper rapide, hein, franchement. Normalement, c'est une talk de comme 45 minutes. Je l'ai fait en voilà. 18. Alors, je comprends. Alors, on va quand même poser quelques questions. Une question, voilà. Il y a les questions comme d'hab qui dansent, mais bon, voilà, je posais comme ça. N'est-il pas plus compliqué de superviser une IA que de produire directement? C'est un beau débat, un débat qui mériterait quelques bières, hein, je pense. Quand on mesure à la fin, non. La réponse, elle est non.
Par contre, il y a des moments où on passe la journée à rattraper l'IA et lui dire t'es pas sur le bon chemin, t'es pas sur le bon chemin, t'es pas sur le bon chemin. Ouais, on peut se poser la question. Je pense que ça dépend de la maturité aussi de l'ingénieur qui est derrière. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour les développeurs qui sont en entrée de carrière que quelqu'un qui a déjà tous ses librairies, tous ses habitudes, tous ses raccourcis. Moi, je vois des développeurs bien aguerris qui sont à un token par seconde ou mot par seconde assez, assez fort. Du coup, il y a un match. Mais overall, je pense que la réponse est non. Tout simplement et en toute sincérité, overall, quand on voit la vitesse auquel on va. Après, il y a des nouveaux challenges. Comment faire travailler une équipe qui utilise l'IA? Ça, c'est, je pense, un sujet qui méritera un talk. Comment on travaille avec une équipe qui avait l'habitude de travailler en Scrum, agile, à 5 développeurs et chacun utilise ses IA. Comment on se fait en sorte qu'il n'y a personne qui se marche sur les pieds. On avait l'habitude avec le Git, mais là, ça va au-delà. On parle des memory banks, on parle de tout un tas de contextes. Là, il y a un petit challenge. Très bien. Bon, merci de cette présentation Merci à hyper vous. intéressante et merci d'être venu. Avec plaisir. J'espère Voilà. l'année prochaine, c'est de plus en plus beau. Vous avez des belles scènes à chaque fois. Oui, voilà, c'est cette volonté. Merci. Merci. Ah, je t'en prie. Et voilà.